Imaginez être l'enfant d'un homme très puissant en politique, mais en même temps maltraité par lui. Votre seule issue est de gagner de l'argent en terminant un jeu. Mais lorsque vous réussissez enfin, vous êtes transmigré. Maintenant, vous devez choisir. Continuer à être contrôlé par le plus puissant, ou vous rallier au monstre et bâtir votre propre royaume. L'histoire commence avec le protagoniste imaginant ce que ce serait de gagner 10 milliards. Devant son ordinateur, il se dit que s'il y parvenait, il s'enfuirait. Le jeune homme est connu pour être le fils d'un célèbre député. Cependant, il doit tout faire pour être à la hauteur de la renommée de son père. Il apparaît toujours aux actualités à ses côtés. Au lycée, une élève serre le protagoniste dans ses bras, ce qui le met mal à l'aise. La jeune fille murmure qu'il devrait s'éloigner un moment. En arrière-plan, d'autres élèves commentent leur jalousie de ne pas pouvoir l'approcher. La jeune fille l'emmène dans une ruelle. Et là, accompagnée de garçons plus âgés, elle demande pourquoi le protagoniste ne lui prête pas plus d'argent. Effrayé, Jaihan lui dit qu'il lui en a déjà prêté la semaine dernière et qu'il ne peut plus recommencer. Cependant, l'un des garçons le menace, lui disant qu'il devrait le dénoncer pour avoir créé un site web illégal. Acculé, le protagoniste affirme qu'ils sont également complices. Sur un ton moqueur, la jeune fille m'affirme qu'alors ils devraient tous se rendre. Elle dit cela car elle sait qu'au final c'est Jaihan qui en subira les conséquences, avec plusieurs gros titres qui mettront en jeu l'intégrité de son père. Puis, une fois de plus, elle s'approche du garçon, lui disant qu'elle sait qu'il trouvera une solution. Plus tard, elle part. Tellement en colère, elle claque la porte. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son père soit présent. L'homme s'approche, comme s'il savait déjà ce que son fils a fait. Avec une expression intimidante, il dit au protagoniste de ne rien faire qui puisse ternir sa réputation. Jaihan est terrifié et commence à transpirer à grosses gouttes. Sans réponse, le député lui demande pourquoi il reste silencieux. S'efforçant d'agir vite, le garçon sourit, affirmant qu'il ne le décevra pas. Son père lui répond qu'il ne pourrait rien faire de plus décevant. Il ordonne au pauvre garçon de continuer à obéir à ses ordres. Frustré, le protagoniste court dans sa chambre. Il se demande pourquoi il doit endurer tout cela. À ce moment-là, un chaton s'approche et lui lèche la main. Le garçon sursaute et retire sa main. Sur son bureau, le chaton miaule. Jaihan est heureux de savoir que son chaton se soucie de lui. Le félin saute alors sur ses genoux et chatouille le garçon. Tenant le chaton dans ses bras, le jeune homme dit que Rourou est le seul encore à ses côtés. Soudain, il remarque une notification de jeu sur son ordinateur. Il constate qu'il a déjà terminé 99 manches et qu'il n'en reste plus qu'une. Cependant, il ne parvient pas à franchir la 100e manche, quoi qu'il arrive. Il est toujours victime d'un game over. Incompréhensible, il se demande pourquoi il n'y parvient pas, même après avoir tout essayé. Un autre joueur, en direct, se plaint également avec colère de ne pas pouvoir passer. Pendant ce temps, le protagoniste observe. Il se souvient que ce jeu est sorti il y a 1 an, mais que personne n'a réussi à franchir la 100e vague. Malgré cela, il ne renoncerait pas. Il sait que sa seule chance d'échapper à cette vie infernale est de terminer le jeu. Il avait un dernier espoir, utiliser la carte cœur de Résoudrak, mais même ainsi, il ne parvient pas à terminer le niveau. Près de lui, il y a un sac contenant des provisions et une friandise pour chat. En essayant d'atteindre la friandise, le chaton marche accidentellement sur le téléphone. Jaihan est surpris de voir l'écran devenir rouge lorsqu'il sélectionne « Démonter ». Et il n'arrive pas à croire que ce qu'il a démonté était le cœur de Résoldrak. Près de lui, un sac contenant des provisions contenait une friandise pour chat. En essayant d'atteindre la friandise, le chaton marche accidentellement sur le téléphone. Jaihan est surpris de voir l'écran devenir rouge lorsqu'il sélectionne « Démonter ». Il n'arrive pas à croire que ce qu'il a démonté soit le cœur de Résoudrak. Il reste là un moment, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Il devrait maintenant tout recommencer pour récupérer l'objet. Cependant, cette pensée le fait paniquer. Soudain, une nouvelle notification l'avertit de la présence d'un fragment de cœur. Il ne comprend pas, car cela n'arrive généralement pas lors du démontage d'un objet. Mais s'il a raison, il pourrait faire quelque chose. Il accepte donc le fragment en utilisant l'âme du dragon. Et lorsqu'une lumière rouge s'allume, il réalise que c'était le moyen de terminer le jeu. Il recommence avec ce nouvel objet. Le lendemain, il va à l'école comme d'habitude. Mais il en profite pour jouer en secret, au milieu d'un livre. De retour chez lui, il continue de jouer. Et même en marchant, il le fait. Il ne lui faut pas longtemps pour terminer le 99e niveau. Maintenant, avec le fragment de cœur, il pourrait le terminer. Le jeune homme est déterminé à réussir cette fois-ci. Il clique donc pour commencer le niveau. Là, il utilise une chevalière pour vaincre les monstres. Il clique donc dessus, priant pour que cela fonctionne. Et un éclair frappe toutes les créatures. Il semble que maintenant, enfin, le protagoniste va réussir. Et comme prévu, il remporte la victoire. Très excité, Jaihan saute presque de joie. Mais soudain, son père ouvre la porte de la chambre avec un club de golf. Surpris, notre héros se lève, car cela ne semblait pas être une bonne chose. Le vieil homme dit avoir reçu un appel de camarades de classe qui le faisait chanter, menaçant de divulguer l'erreur illégale de Jaihan s'il ne payait pas ce qu'il demandait. Notre héros, terrifié, tente de s'expliquer et de s'excuser. Mais l'adjoint était déjà prêt à frapper avec sa matraque. L'homme avait un regard très malveillant, tandis que le
le protagoniste hurlait de peur. Jehan pleurait, incapable de réagir. Son père utilise cet outil pour détruire le téléphone portable de Jehan. Une fois ce cauchemar terminé, Jehan se lève et demande à son père s'il a vu son chat, Rourou. Mais la seule réponse qu'il reçoit était qu'il n'a plus besoin de l'animal. La colère du protagoniste monte. Face à lui, son père lui demande pourquoi il fait cette grimace. Et, ruisselant de rage, Jehan demande où est son chat. Sans manifester la moindre émotion, l'homme dit qu'elle sera avec la mère du garçon, qui a déjà perdu la vie. Le choc est si grand qu'il ne peut même pas dire un mot. Tenant la tête de Jehan, l'adjoint dit au garçon qu'il n'a qu'à obéir à ses ordres. Et enfin, il lui dit de ne plus le décevoir. Il affirme également avoir cru que le garçon en était capable. Alors qu'il est encore allongé sur le sol, le téléphone portable l'avertit qu'il a accompli sa mission. Mais maintenant, Jehan ne voit plus aucun sens à continuer sa vie. L'appareil continue de parler et lui annonce qu'il l'invite dans son monde. Un éclair tombe du ciel dans sa chambre. De là, il est emmené au château du royaume du jeu. Dès son apparition au milieu du palais, les gens l'attendaient, déjà. On l'appelle le chevalier légendaire, et les gens autour crient qu'il sera le sauveur. Essayant de comprendre, Jehan remarque que ses larmes ne coulent plus. Il a l'impression que ses émotions ont été réinitialisées. Devant lui se trouve un vieil homme barbu. C'est le roi, et il demande si le jeune homme est bien le chevalier légendaire. Bientôt, notre héros reconnaît le visage de l'homme. Et il se souvient du jeu, y compris des dialogues, qui étaient également les mêmes. Puis, l'homme barbu se présente comme étant le roi Baelish Jordia III. Il explique que ce royaume est envahi par des monstres. Il est alors interrompu par un serviteur qui lui apporte des nouvelles de l'invasion. Pendant ce temps, le protagoniste observe sans rien dire. Il continue d'absorber chaque scène. Il s'agit de l'invasion. Pendant ce temps, le protagoniste se contente d'observer sans rien dire. Il continue d'absorber chaque scène et tout correspond exactement au jeu qu'il tentait de terminer. Reprenant la parole, le roi déclare que la situation est urgente et ordonne à Jehan de trouver une solution rapide. Il lui demande de devenir commandant des chevaliers pour protéger le royaume. Se levant, Jehan demande à chacun d'écouter attentivement ce qu'il s'apprête à dire. Le garçon est encore sous le choc, et, se remémorant des moments passés avec son chat, il affirme que gagner 1 milliard de baguettes ne valait plus rien. Le peuple ne comprend pas et le trouve même faible pour un chevalier. En réponse, le roi déclare que s'il parvient à remplir sa mission, il accordera au garçon tout ce qu'il désire. Cela attire l'attention de notre héros. Il demande si cela pourrait vraiment être quelque chose. L'homme barbu répond qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il doit simplement obéir à ses ordres. Cette déclaration lui rappelle ce maudit homme qu'est son père. L'homme le forçait toujours à obéir aux ordres pour préserver son image. Et voilà que le roi récidive. Jehan crie alors qu'il ne fera rien de tel. En entendant cela, le roi désapprouve et prend des doutes. Devant tous, notre héros explique sa situation. Il a toujours été entouré d'égoïstes. Tous, y compris son père, ont tenté de l'utiliser à leur profit. Et voilà que la même chose se reproduit. Ce roi désirait simplement un autre esclave, et il ne l'accepterait plus. Le roi ne dit mot, mais manifestement, il n'apprécie pas. Tout en envoyant tout le monde en enfer, il clique sur l'option pour refuser l'offre. Le serviteur du roi n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, la notification devient rouge. Dans l'histoire du jeu, après un certain temps, les monstres attaquent le royaume. Le joueur échoue ainsi à protéger le royaume des monstres. Il pensait que c'était la fin. Mais il semble qu'il ait maintenant une nouvelle chance de choisir ce qu'il veut. La fenêtre indique que la faction des monstres a été débloquée pour lui. Immobile, Jehan la contemple et réfléchit à ce que cela signifie. Serait-il l'élu pour envahir le royaume? Le roi affirme alors que chaque choix implique des responsabilités. Demandant à tous de l'écouter, il déclare que le garçon n'est plus un chevalier légendaire. Et criant, il déclare que Jehan est désormais un ennemi du royaume, mettant tout le monde en danger. Pendant ce temps, notre héros envisage cette possibilité. Mais il doit agir vite, car le roi a ordonné son élimination. Malgré cela, le protagoniste reste calme. Il reste immobile tandis que les chevaliers l'encerclent. Bientôt, des épées sont braquées sur son cou. Mais il sait qu'il trouvera une issue. À ce moment-là, une grande lumière rouge jaillit dans sa direction. Le roi a l'air furieux et perplexe. La sélection de Jehan est terminée, et grâce à elle, il a acquis plusieurs pouvoirs surhumains. Son objectif ultime est donc d'éliminer tous les humains. Cette fois, il combattra aux côtés des monstres et détruira le royaume. Le système l'avertit que s'il réussit sa mission, il obtiendra l'un des objets qui s'y trouvent et pourra retourner dans son monde d'origine. Cela lui rappelle le moment où sa mère lui a apporté le chaton. Il se demande s'il pourrait y retourner. Revenant à sa situation actuelle, les soldats commentent l'étrange énergie. Le roi est certain d'avoir vu la forme d'un monstre. Cette créature ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. Jehan analysa sa nouvelle situation, car elle ne faisait pas partie du jeu original. Bientôt, la mission principale apparaît, stipulant qu'il doit briser la défense et attaquer les humains. Malgré des missions différentes, notre héros réalise qu'il progresse toujours comme dans le jeu. Et s'il suivait le même ordre, un ticket d'invocation aléatoire devrait apparaître. Mais ce qui apparaît devant lui est un œuf. Le système indique que il s'agit d'un œuf. Le système indique qu'il s'agit d'un œuf aléatoire, et Jehan décide de le faire éclore. Une autre explosion retentit. Les ailes du monstre apparaissent dans la poussière. Les soldats réalisent que quelque chose a été invoqué.
En voyant de quel monstre il s'agit, le protagoniste est surpris. Dès le début, il parvient à invoquer le dragon Résuldrak. Pendant ce temps, la créature commence à se montrer. Cependant, lorsqu'elle apparaît complètement, ce n'est qu'un bébé dragon. Jehan remarque que Résuldrak est arrivé au niveau 1. De plus, la petite créature est adorable et lui lèche même la main. Ce geste rappelle à notre héros son chaton. Une autre capacité lui est alors accordée, l'œil du suprême. Cette capacité lui permet de consulter les statistiques des monstres et des objets. Dès que les chevaliers voient le petit monstre, ils se sentent soulagés. Ils décident donc que le moment est venu d'attaquer. Notre héros ne sait toujours pas si c'est réel, mais cela ne le dérangerait pas. Il utilise son œil du suprême pour observer les capacités du petit dragon. Il découvre alors qu'il peut libérer le souffle draconique. Peu après, il demande à son petit ami de libérer sa puissance. Les soldats sont déjà prêts à l'attaquer. Pendant quelques secondes, Jehan pense qu'il n'aura pas assez de temps. Mais ce qui semblait n'être qu'une petite boule de feu se transforme en une explosion massive, si puissante qu'elle élimine tous ceux qui se trouvent devant elle. Elle transperce même le palais et fait tomber des débris sur le village. Face à ce grand trou percé dans le mur, notre héros est impressionné par la force du petit dragon. Les personnes présentes ont du mal à croire qu'un seul coup ait suffi. Elles se demandent quelle était exactement la créature invoquée par Jehan. Excité, notre héros reconnaît que c'était bien plus que ce qu'il imaginait. Et si tout continuait ainsi, il finirait par obtenir l'un des objets de défense du chevalier. Il n'était pas pressé de retourner à sa terrible vie, il était donc prêt à tout pour accomplir sa mission en ce monde. Puis, il attire l'attention du roi. Regardant l'homme droit dans les yeux, il déclare qu'il provoquera la destruction des humains. Déterminé à obtenir sa récompense ultime, il se demande ce qui se passe là-bas. Au milieu du vacarme provenant du palais, l'un des personnages se demande ce qui se passe. À proximité, un chevalier courait à toute vitesse, persuadé de pouvoir tout détruire. Le protagoniste demande au dragon de tirer à nouveau. Aussitôt, le serviteur du roi demande de protéger la majesté. Ils forment ainsi un bouclier, leur armure pointée droit devant. Jehan désigne la cible tandis que la petite créature charge son énergie. L'objectif est de détruire le roi sur le champ. Pendant ce temps, le chevalier retardataire est presque arrivé. Les autres soldats continuent leur travail sur la barrière et notre héros attend que le dragon ait fini de charger son feu. Lorsqu'il libère enfin son énergie, le chevalier arrive. L'homme est heureux de savoir que le roi est sain et sauf. Son entourage est soulagé, car il n'y a pas eu d'explosion. En regardant son nouvel ami, Jehan comprend que quelque chose s'est mal passé. Il semble que même le souffle du dragon ait besoin de suffisamment de mana pour être généré. C'est pourquoi, lorsque la créature s'apprête à attaquer, seul un léger jet de feu en jaillit. Si faible qu'en touchant le sol, il ne dégage qu'une bouffée de fumée noire. Le protagoniste décide que la meilleure chose à faire est d'attendre le temps de recharge. Mais un chevalier approche. Pendant ce temps, notre héros se contente d'observer, essayant de le reconnaître. Les chevaliers sont répartis en plusieurs rangs, et celui qui arrive est un chevalier d'élite, de rang S du zodiaque. Cet homme fort et musclé est connu sous le nom d'Arès. Les autres soldats rapportent que tout va bien pour le roi. À cet instant, le protagoniste réalise que la situation s'aggrave. De loin, le roi leur ordonne d'éliminer l'ennemi immédiatement. Le chevalier active alors son bâton de puissance. Avec son dragon, Jehan se demande ce qu'il devrait faire maintenant. Amy s'enfuit immédiatement. Le chevalier active alors son bâton de puissance. Avec son dragon, Jehan se demande ce qu'il doit faire maintenant. Il sait en effet que ce chevalier possède une capacité très puissante. Sans perdre de temps, le chevalier active son mur de flammes et se dirige droit vers le protagoniste. Il sait que cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire, et l'explosion frappe la zone, détruisant d'autres parties du palais. Même les autres chevaliers, qui se trouvaient sur son chemin, furent touchés par les flammes. Mais au moins, notre héros réussit à esquiver. Il se souvient que, dans le jeu, ce mur de flammes n'atteint qu'en ligne droite. Il était donc facile d'esquiver en se jetant sur le côté. Cependant, il réalise qu'il ne se soucie même pas des habitants de son propre royaume. Nerveux, l'homme se plaint de cette esquive et dit que cette fois, il va se faire un trou de feu dans le cœur. Le protagoniste sait que cette barrière met du temps à se reconstituer. Il décide alors que le moment est venu de s'échapper. Lorsqu'il lève les yeux, le chevalier s'est déjà tout proche et il songe à ce qu'il pourrait faire à ce moment-là. Il se dit qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin pour finir ainsi. Une autre récompense lui est offerte, un coffre mystérieux. Sans perdre une seconde, Jehan accepte l'objet. Il crie même de se dépêcher, car il n'a pas le temps. Lorsque le chevalier s'apprête enfin à le frapper, il finit par toucher le coffre. Sur ce, il est repoussé. Et finalement, le protagoniste parvient à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une grande épée commence à émerger. Pour savoir exactement ce que c'est, il utilise l'œil suprême. L'épée possède une puissance d'attaque magique et améliore également les attributs. Il est également impressionné, car cet objet est de rang S. Il comprend qu'ils veulent peut-être vraiment qu'ils détruisent la faction humaine, mais lorsque l'arme touche le sol, la zone commence à se fissurer. Jehan a du mal à croire ce qui va se passer. Le sol entier s'écroule et il finit par être éjecté. L'endroit était élevé, il tombe du haut. Il se demande si le palais royal ne pourrait même pas supporter le poids d'une arme. Malgré cela, il semblait que ce soit sa fin, alors qu'il approchait du sol. À ce moment-là, ses vêtements furent tirés,
Il réalisa alors qu'il ne tombait plus, il gardait bel et bien ses distances. Lorsqu'il s'en aperçoit, il voit son petit dragon faire de grands efforts pour le porter. Les habitants du royaume sont impressionnés par quelqu'un qui vole. Déconcerté, Jehan se demande pourquoi il se lancerait en territoire ennemi. Mais au moins, il sait qu'à cet endroit, le seul à pouvoir causer des ennuis est Arès. Malgré tout, il devra être prudent car le rang des chevaliers S augmentera. Cependant, sa priorité sera de s'échapper de là. Pendant ce temps, le chevalier pointe son arme vers son cou. L'homme se trouve pitoyable de ne pas avoir réussi à achever l'ennemi et affirme même qu'il aurait déjà dû être emporté par la mer. À ce moment-là, quelqu'un annonce l'arrivée du roi. Il s'incline donc devant lui et réclame une punition appropriée pour avoir laissé échapper le criminel. Le roi lui ordonne de s'arrêter et lui rappelle que le soleil se couche déjà. Arès se souvient alors que les monstres deviennent plus forts à ce moment-là. La majesté le nomme alors commandant et l'envoie au rempart. Pendant ce temps, Jehan reste dans les airs. Il se souvient de ses tactiques et de ses erreurs dans le jeu. La première attaque qu'il subit fut celle de gobelins sauvages. Mais avec le chevalier Arès dans les parages, les monstres auront du mal à réussir au début. À cet instant, il réalise que son corps se rapproche du sol. Le petit dragon ne peut plus tenir, mais ils sont toujours dans le royaume. Malgré ses efforts, Rizdrak n'en peut plus et finit par chuter brutalement. Il s'écrase contre une colonne de pierre qui se trouvait là. Malgré la collision, Jehan est indemne. Juste à côté de lui, il aperçoit une paire de bottes. Sans réfléchir, il les enfile. Mais à sa surprise, quelqu'un apparaît en disant ne pas le connaître. Il s'agit de la jeune fille blonde Lib, c'est aussi un chevalier de rang S. Elle demande immédiatement au jeune homme de se présenter. Jehan se souvient que la jeune fille a joué un rôle clé dans l'arrêt de la 100e vague du jeu. Malgré son manque de mémoire, elle était douée pour farmer les donjons. Ainsi, dans le jeu, elle a réussi à devenir assez forte pour vaincre les monstres. La jeune fille lui demande à nouveau de se présenter. Jehan l'appelle par son nom, laissant Lib perplexe et lui demandant s'il la connaît. En réponse, le protagoniste affirme la connaître très bien et avoir su évaluer sa valeur avec précision. Comme prévu, la jeune fille ne comprend rien. Cependant, Jehan est lui aussi déterminé à la vaincre, maintenant qu'elle est devenue une ennemie. À la nuit tombée, les gobelins sont déjà prêts à envahir le royaume. Les soldats sont à l'affût et préviennent les autres de l'approche des monstres. Ils étaient en effet tout prêts, prêts à attaquer. Sur ce, les soldats reçoivent l'ordre de décocher leurs flèches. Certains escaladaient déjà les murs, alors ils se mirent à lancer des pierres. Tout était chaotique et cacophonique. L'un des chevaliers dit que s'ils continuent à ce rythme, ils ne tiendront pas longtemps. L'un d'eux mentionne alors que Driss est déjà en route pour aider. Dans une autre partie du royaume, l'interrogatoire de Lib continue. Elle dit que, si le garçon ne répondait pas, elle prendrait sa propre décision. Notre héros pense vouloir l'éliminer immédiatement, mais c'est impossible. Pour l'instant, il doit donc se déguiser. Il lui répond alors qu'il est un citoyen ordinaire du district 1 et qu'il veut simplement participer à la guerre. Le petit dragon apparaît également, ce qui inquiète la jeune fille, car c'est un monstre. Jehan commence à transpirer nerveusement, car son ami n'était pas censé se montrer maintenant. Voyant l'expression suspicieuse de la jeune fille, il va devoir trouver une bonne excuse. Cependant, à son soulagement, Lib recule. Elle pointe son épée vers la créature et promet de protéger Jehan du monstre. Ne comprenant rien, Rizdrak prend une expression adorable. Le chevalier continue de regarder la scène d'un air sérieux. Cependant, le petit dragon conserve son attitude douce. La jeune fille comprend alors que le petit monstre ne voulait pas attaquer. Une autre explosion retentit non loin de là. Cela attire son attention, et Jehan en profite pour avertir son petit ami et s'enfuir. Ce n'était pas la faute du soldat, qui avait mal manié ses armes. Lorsque Lib porte son attention sur le protagoniste, lui et son monstre ont déjà pris la fuite. À cet instant, un soldat s'approche de la jeune femme et la met en garde contre la porte. La jeune fille s'inquiète comme si c'était dangereux. Les coups frappent violemment. Plusieurs soldats attendent déjà à l'intérieur, effrayés. La porte commence à se fissurer. Lib arrive cependant et demande à tout le monde de se préparer au combat rapproché. Les archers se pointent également leurs arcs sur les gobelins, mais l'un d'eux est gigantesque. Grâce à lui, il pourrait bientôt détruire la porte. Comme prévu, le géant utilise son arme et brise l'entrée. Le chevalier saisit alors son épée et demande à tout le monde de se préparer à l'attaque. Le gobelin géant prend la tête et commence à entrer. Sur ces mots, les soldats du royaume se préparent à avancer. Mais Rhys arrive aussi sur place pour aider. Même la jeune fille est surprise de le voir et fracasse l'entrée. Le chevalier saisit alors son épée et ordonne à tous de se préparer à l'attaque. Le gobelin géant prend la tête et commence à entrer. Sur ces mots, les soldats du royaume se préparent à avancer. Mais Rhys arrive également sur les lieux pour prêter main forte. Même la jeune fille est surprise de le voir. Le jeune homme réalise que la porte a été forcée, et sans tarder, il libère son pouvoir de flamme. Ainsi, tous ces gobelins sont brûlés. Avec une expression supérieure, il dit que ces monstres ont encore beaucoup à améliorer. Du haut d'une montagne, Jehan observe le combat. Il sait que sa situation est bien différente maintenant, car son but n'est pas de sauver les humains, mais de les détruire. Le petit dragon l'observe et finit par se faire caresser la tête. Quelque chose attire l'attention du petit monstre. C'étaient des gouttes de pluie. Voulant jouer, Jehan le retient pour l'empêcher de causer des ennuis. De retour au royaume, les humains finissent par gagner. Elle se sent un peu gênée, car après tout, ce n'est pas elle qui a vaincu les ennemis. Dans la forêt où se trouve le protagoniste, quelqu'un s'approche. Jehan se souvient de
ses débuts, loin dans le royaume. Mais il se retrouve maintenant au cœur de la forêt avec la faction des monstres. Ce serait un peu difficile, car il ne sait absolument pas quoi faire dans cette situation. Il a recommencé le jeu des centaines de fois. Il connaît donc toutes les tactiques. Mais maintenant, il va devoir tout recommencer. À cet instant, il se souvient d'un événement important. Regardant sur le côté, son petit ami est juste là. Mais bientôt, Resoldrake vole de l'autre côté. Il est surpris de voir de quoi il s'agit. Au sol, plusieurs fourmis travaillent. L'une d'elles prend peur en réalisant qu'elles sont observées. Le petit dragon était tout près, observant tout. Laissant son petit ami de côté, Jehan commence à réfléchir à la marche à suivre. Et à sa surprise, une mission lui apparaît soudainement. Il doit fonder une faction de monstres. Il réfléchit donc à la manière de procéder. S'il devait recruter des monstres comme des gobelins, ce serait le moment idéal. Mais il n'y en avait aucun aux alentours, et il se demande comment il parlerait à chacun d'eux. À cet instant, quelque chose d'étrange approche. Lorsque notre héros s'en rend compte, c'est déjà trop proche. Quelqu'un tente de l'attaquer pour le tuer. L'arme est déjà tout près du cou de notre protagoniste, et la personne est là, debout devant lui. Ouvrant les yeux, Jehan ne comprend pas ce qui se passe. Ses griffes effleurent sa peau, et en regardant de plus près, il la reconnaît immédiatement. La jeune fille est une bête animale, un monstre aux caractéristiques animales. Jehan la surnomme Lapin, car c'est ce qui lui vient à l'esprit lorsqu'il la regarde. Mais la jeune fille ne semble pas apprécier cela. Elle proteste, prétextant qu'elle ressemble davantage à un renard. Et même en essayant de s'expliquer, la jeune fille refuse et continue de se disputer. Restant calme, notre protagoniste l'observe. Il finit par reconnaître un renard arctique. La jeune fille s'approche pour le renifler. Elle commence alors à sentir le corps de Jehan. La jeune fille affirme que, bien qu'il ait l'air humain, son odeur est celle d'un monstre. Cela surprend même notre héros. Peu après, une nouvelle notification indique que 2 capacités ont été activées. La première lui permet de communiquer avec les autres. La seconde lui permet d'être attirant, car il ressent une attirance positive. Jehan comprend alors pourquoi il peut parler à la jeune fille. Mais elle ne semble toujours pas à l'aise. Elle commence à s'interroger sur son identité. Déconcerté, il se demande si la capacité d'attraction ne devrait pas être active. À cet instant, une corde passe juste devant son visage. Elle finit par heurter quelqu'un et le blesser. 3 hommes s'approchent, se réjouissant d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient. En les regardant, Jehan se rend compte qu'il est hors du royaume depuis 1 an. Hors du royaume depuis 1 an. Furieuse, la jeune fille Lou dit qu'elle soupçonnait le protagoniste d'être humain. Elle affirme ne pas être tombée dans le piège et penser que Jehan en était responsable. Douloureuse, elle se demande pourquoi ils la poursuivent sans cesse. Jehan comprend qu'il y a un malentendu. Pendant ce temps, les humains tirent sur la corde. La jeune fille finit par voler dans les airs, une flèche plantée dans la jambe. Le grand du groupe utilise toute sa force pour tirer. La jeune fille en profite pour tenter de l'attaquer. Notre héros se contente d'observer, attendant avec impatience la suite. Le pauvre renard finit par recevoir un coup de poing au visage, mais l'humaine ne s'attendait pas à une contre-attaque. Elle utilise son autre jambe pour donner un coup de pied à l'homme. L'attaque est si puissante qu'elle envoie le grand gaillard s'écraser au sol. Ses 2 autres compagnons observent avec colère. Impressionné, Jehan remarque que, malgré sa petite taille, la jeune fille est plutôt forte. S'approchant, l'autre humain maudit la pauvre fille pour s'être défendue. Puis, il lui marche sur la tête, lui ordonnant de se taire. Pendant ce temps, le protagoniste reste immobile. La jeune fille souffre terriblement aux mains de ces humains, ce qui finit par mettre Jehan en colère. L'autre homme s'approche de lui et lui demande si tout va bien. Il pense que Jehan est humain et lui conseille d'être prudent dans les parages. Il lui demande même ce qu'il fait seul là. De l'autre côté, le renard se plaint sans cesse que l'homme ne comprend pas sa langue. Et pour la punir, il compte lui frapper la tête. Cependant, notre héros veille déjà sur elle pour l'aider. Le chef du groupe lui demande de ne pas la frapper, car elle risquerait de perdre la vie. En réponse, le petit s'excuse d'avoir perdu le contrôle. Cela soulage Jehan, qui craignait que la jeune fille ne soit éliminée. Avec une grimace effrayante, le chef dit l'avoir vu parler à la jeune fille plus tôt. Il pointe même un couteau vers son ventre, le transperçant. Le jeune homme explique que les choses seraient plus faciles avec lui. Peu après, le couteau tombe au sol, maculé d'un liquide rouge. La main sur le ventre, Jehan demande ce que l'homme a voulu dire. Le renard observe également la scène et réalise qu'il n'est pas un ennemi. Soudain, le protagoniste commence à sentir son corps s'enflammer. Le jeune homme affirme que c'était intentionnel, mais qu'il avait évité les points vitaux. Alors que le jeune homme crache du liquide rouge, le chef annonce que Jehan mourra dans les 12 heures. Peu après, il montre un antidote qu'il obtiendra s'il traduit les paroles des monstres. Tenant la jeune fille dans ses bras, les hommes veulent qu'il lui parle. Le but est de découvrir où vivent les renards. Au début, Jehan est perplexe, car il ignorait même l'existence d'un pays de renards. Non loin de là, Resoldrake, qui poursuivait les fourmis, remarque quelque chose d'étrange. De retour auprès des chasseurs, le chef explique qu'il existe un village où vivent ces hybrides. Malgré cela, notre héros ne comprend pas pourquoi ils veulent s'y rendre. À ce moment-là, la jeune fille interrompt Jehan et lui demande de ne pas agir ainsi. Peu après, elle ouvre la bouche, montrant ses crocs. Jehan comprend qu'elle va faire quelque chose. Elle tente de se mordre la langue pour se suicider, mais l'homme l'en empêche.
Impressionné, notre héros songe à l'importance de sa famille. La bouche serrée, la jeune fille est traitée de bête sauvage. Le chef affirme une fois de plus que s'ils retrouvent leur tribu, ils en sortiront vivants. Cela lui rappelle le regard que son camarade de classe lui lançait pour le faire chanter. Il a toujours vécu dans la peur, soumis à des ordres. Les autres ne le voyaient que comme une source d'argent, mais maintenant, il ne se laisserait pas faire. Difficilement, il s'approche du renard. Il lui demande de le conduire au village et conclut en affirmant que personne ne sera blessé. Voyant la scène, les hommes sont convaincus qu'il peut parler au monstre. La tête baissée, la jeune fille raconte à Jehan que plus d'une centaine de ses semblables vivent là, et elle lui demande si elle peut vraiment lui faire confiance. Il la fixe quelques secondes, puis révèle qu'il est plus d'une centaine de ses semblables y vivent, et elle lui demande si elle peut vraiment se fier à ses paroles. Il la fixe quelques secondes, puis révèle qu'il n'est pas du côté des humains. La main sur sa blessure, il lui dit qu'il sait qu'ils sont maléfiques, et lorsqu'il regarde devant lui, il est surpris par quelque chose. Son dragon s'approchait de l'ennemi par derrière, et s'apprêtait à charger son pouvoir destructeur. Craignant que cela ne tourne mal, Jehan essaie de ne pas montrer ce qui se passe. Il veut gagner du temps jusqu'à ce que Rizeldrake charge complètement son pouvoir. Il tente alors de le dissimuler, mais le chef remarque son changement de comportement. Le petit dragon, qui se trouvait de l'autre côté, remarque la créature et finit par avertir son chef, qui se retourne aussitôt. Mais Jehan pense avoir donné assez de temps à son dragon pour attaquer. Le chef voit la flamme rouge devant ses yeux. Cependant, au grand désespoir du protagoniste, il ne peut en produire qu'une petite quantité. Incrédule, notre héros reste sans voix. Non seulement lui, mais aussi les autres chasseurs. Même le pauvre dragon est effrayé par un feu aussi faible. Jehan comprend alors que le temps de récupération n'était pas encore suffisant. Le grand dragon affirme que la puissance était faible, mais que s'il avait été touché à la tête, il aurait été brûlé. Sans perdre de temps, le chef saisit la batte. Traitant Rizeldrake de mouche, il se prépare à l'attaquer. Jehan reste sans réaction en voyant son petit compagnon se faire battre. Le pauvre animal est projeté en l'air par cette attaque. Il est même pris de vertige et jeté à terre. Irrité, l'homme demande comment cette créature ose lui faire du mal. Puis il s'approche à nouveau du dragon avec sa batte. Jehan observe tout cela sans pouvoir rien faire. Le chef ordonne à son acolyte de s'occuper de Jehan et du renard, pendant qu'il s'occupe du dragon. Le pauvre animal est toujours au sol, inconscient. Grinçant des dents, le protagoniste réalise que sa seule valeur réside dans sa capacité à parler aux monstres. Tout se répétait comme dans son monde. Il s'efforçait de vivre de manière pathétique pour plaire aux autres, et malgré cela, il était toujours seul et rejeté. Quoi qu'il arrive, il ne voulait pas retourner à sa réalité. C'est pourquoi il jure de ne plus rien regretter. À cet instant, l'homme s'apprête à frapper la petite créature. Même le renard est choqué par ce qui est sur le point d'arriver. L'expression de Jehan change, et il active sa capacité physique passive de monstre. En quelques secondes, il parvient à atteindre le chef, prêt à lui assonner un coup de poing. L'attaque est si puissante que l'homme s'envole au loin, détruisant le sol. La jeune fille est impressionnée par la puissance de l'attaque, et les autres hommes de main peinent à croire ce qu'ils voient. Leur chef gisait au sol, le visage fracassé. Cette fois, Jehan passe à l'action et agit à temps. Cependant, l'antidote qui lui aurait sauvé la vie a également été brisé. La renarde se demande comment il a pu se mouvoir malgré son empoisonnement et observe ce qu'il s'apprête à faire. Sans perdre de temps, Jehan va chercher son petit ami. Rizeldrake ouvre les yeux et notre héros est fier d'avoir tenté de le sauver. Heureux, le dragon sourit. Et Jehan remarque que lorsqu'il le regarde, il se souvient toujours de quelqu'un de spécial. Son petit chat, Rourou, était toujours à ses côtés pour lui remonter le moral. C'est pourquoi il jure à son nouvel ami qu'il le protégera toujours. Le protagoniste sourit et conclut que, quoi qu'il arrive, il sera toujours à ses côtés. Pendant ce temps, les hommes continuent de jurer et de dire qu'ils vont prévenir le chef. Cependant, notre protagoniste ne plaisante pas et les regarde avec une grande colère. Conscient qu'il risque d'être battu, les hommes de main s'enfuient. Rizeldrake célèbre leur victoire, mais peu après, Jehan perd ses forces et s'effondre. Il chute lourdement sous le regard du renard. La jeune fille est un peu surprise, pensant qu'il a peut-être perdu la vie. Le petit dragon, lui aussi, est très inquiet et secoue son maître, notre héros. Il tombe lourdement sous le regard du renard. La jeune fille sursaute, pensant avoir perdu la vie. Le petit dragon est lui aussi très inquiet, secouant son maître. Notre héros est encore éveillé, mais il croit que c'est sa fin. La dernière image qu'il garde est celle de son petit ami, l'air inquiet. Lorsqu'il perd complètement connaissance, il se souvient de la scène avec sa mère à l'hôpital. Il était seul depuis le début et était très en colère que son père ne soit jamais venu à son secours. Peu à peu, il reprend conscience et ouvre les yeux. Jehan est porté par la fille Renard. À ce moment-là, il traverse une grotte très sombre. Elle ne tarde pas à atteindre son village. Les autres habitants lapins sont surpris de le voir ressembler à un humain. Les filles s'approchent et remarquent que, malgré son apparence, il sent le monstre. Elles restent près de la fenêtre à observer, se demandant quand il se réveillera. En fait, le protagoniste est déjà réveillé, mais il ne veut pas attirer toute l'attention sur lui. S'approchant d'eux, le renard leur demande de laisser Jehan tranquille. De là où il était, notre héros reconnaît sa voix. Dès son entrée, la jeune fille lui demande s'il est réveillé et tente d'expliquer qu'il attire
attirent l'attention car c'est la première fois qu'un humain apparaît. Ils sont également curieux car ils ne sentent pas l'humain. En regardant ses mains, Jehan réalise que la marque de poison a disparu. Le renard explique qu'il l'avait retenue au village. C'est à ce moment qu'il réalise que la jeune fille l'a ramené chez elle. Même en risquant sa vie avec celui qui l'a capturé, elle l'a aidé. Intrigué, il demande pourquoi elle l'a sauvé. En réponse, la jeune fille répond que, malgré son apparence, il ne semblait pas être l'un d'eux. Il insiste sur une autre raison, et le renard se souvient d'une scène. La jeune fille commente que l'inquiétude qu'il a manifestée pour son dragon l'a émue. Réfléchissant, notre héros se demande si cela est dû à l'effet d'être un monstre amical. Cependant, la fillette s'agace et lui reproche de râler, même après avoir été sauvé. Le petit dragon faisait la sieste, mais dès qu'il ouvre les yeux, il réalise que son maître s'est réveillé. Il remarque cependant que le renard et lui sont en pleine discussion. La jeune fille affirme qu'ils sont quittes maintenant, car Jehan l'a également sauvé. À ce moment, il entend un bruit familier. Le véritable Zeldrake saute vers lui, tout joyeux. La petite créature le serre dans ses bras sous le regard de la fillette. Interrompant la conversation, elle dit qu'ils devraient connaître leurs noms respectifs. Mais juste au moment où elle allait le dire, un habitant apparaît et prévient que le chef les recherche. Il se dirige donc vers le village, tandis que Jehan est enchanté par le charme du village. Ce lieu au-delà des montagnes a été créé par des monstres lapins, mais il abrite désormais toutes les espèces hybrides qui ont perdu leur foyer. Ils travaillent en harmonie et prennent soin les uns des autres. Soudain, une créature ressemblant à un taureau apparaît, se demandant si le renard nommé Rhea est allé dans la forêt humaine. Elle s'excuse et continue son chemin, mais le taureau reste méfiant. L'appelant par son nom, notre héros remarque que tout le monde semble se soucier d'elle. Mais la jeune fille paraît abattue, et Jehan lui demande s'il s'est passé quelque chose. Soudain, Rhea change d'humeur et commence à l'appeler « Hé !» Irritée, elle lui demande s'il s'appelle Hey et se tient devant lui, attendant sa réponse. Remarquant sa confusion, Jehan révèle son nom. Il se sent un peu gêné, car ce n'est pas un nom très courant dans le coin. À sa grande surprise, le renard prononce son nom complet, Raelindrian Pernides Siliard. Peu après, elle s'éloigne, laissant Jehan perplexe. Un des petits lapins lui demande si Frio va mieux, et elle répond que oui. Notre héros remarque que son humeur s'est améliorée. Apparemment, elle voulait juste dire son nom. Regardant autour de lui, il se souvient de sa mission principale, recruter des monstres pour la faction. Les pensées perdues, le renard l'appelle pour qu'il continue à marcher. Il est un peu contrarié car, même connaissant son nom, elle l'appelait Hey. Pourtant, il court la rattraper. Atteignant le chef, il déclare sans détour que Jehan va prendre le contrôle du village. Lui et le renard sont sous le choc. Jehan dit qu'il ne comprend rien au village, et le lapin s'en va, prétextant qu'il est déjà vieux. Raya se demande s'il va vraiment faire cela simplement à cause d'un rêve, mais le vieil homme est déterminé et affirme qu'il ne changera pas d'avis. Notre héros ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Le vieil homme dit seulement qu'il a fait un rêve et qu'il se réalise toujours. Regardant Jehan, il affirme savoir que c'est lui qui sauvera le village. Cela lui rappelle sa mission principale, la création de la faction des monstres. Il s'inquiète de savoir s'il va se passer quelque chose là-bas, car il sera désormais considéré comme un sauveur. Il se souvient de cet homme maudit qui voulait l'utiliser comme traducteur en échange de sa vie. Et soudain, une idée lui traverse l'esprit. Il appelle Raya pour lui dire. Il lui demande alors si personne ne les a suivis sur le chemin du village. La jeune fille répond que l'endroit est très bien caché et que personne ne l'a jamais découvert. En effet, derrière cette montagne se trouve une vaste mer et personne n'ose s'y aventurer. De plus, le seul moyen d'y accéder sans traverser une montagne est de traverser un tunnel sous la mer. Les lapins ont également construit une sorte de labyrinthe pour rendre l'accès difficile aux intrus. L'accès à cet endroit est donc quasiment impossible. Raya affirme n'avoir senti aucune présence. Malgré cela, le protagoniste a éprouvé une étrange sensation. Un liquide rouge jonchait le chemin, provenant probablement de Raya, et l'un des hommes de main cachés dans l'une des grottes observait le village et se réjouissait de l'avoir enfin trouvé. Soudain, ils entendent du bruit dans le village annonçant la présence d'un intrus. Jehan et Raya sont surpris d'apprendre qu'ils ont trouvé un humain. Le taureau devient nerveux et jure, tandis qu'un petit taureau se plaint de ne rien comprendre. S'approchant, notre héros leur demande s'ils les ont suivis. Complètement bouleversée, Raya se demande s'ils l'avaient suivi depuis le début, car elle s'était assurée qu'il n'y avait personne. Elle commence à s'excuser, prétextant que c'était sa faute, mais le taureau affirme que non. Il lui dit aussi qu'elle ne devrait pas se blâmer, car elle était trop faible pour le remarquer. Tous ses amis la réconfortent également, affirmant que ce n'était pas sa faute. À ce moment-là, la protagoniste se souvient qu'il y avait 3 hommes, et ce petit homme de main annonce que bientôt tout le bâtiment sera en flammes. Avec un sourire malicieux, il révèle qu'il fait partie d'un gang appelé le Hall Hurlant, et qu'environ 200 hommes seront là à tout moment. Déconcerté, Jehan se demande ce qu'est ce Hall Hurlant. Pendant ce temps, les 2 autres hommes de main marchent avec difficulté. Le chef des 3 hommes se rend chez son chef en pleurs, lui disant qu'il a été battu et qu'il voulait se venger. L'homme reste silencieux, écoutant tout ce qu'ils ont à dire. En criant, son serviteur annonce qu'il a trouvé le village des renards et qu'il va le lui montrer. Avec un sourire,
Le chef du manoir hurlant remercie pour l'information. Il raconte qu'il a été battu et qu'il voulait se venger. L'homme reste silencieux, écoutant attentivement leur conversation. Son serviteur annonce en criant qu'il a trouvé le village des renards et qu'il va le montrer. Avec un sourire, le chef du manoir hurlant remercie pour l'information. Il dit qu'ils s'y rendront immédiatement. Son serviteur est également ravi de la nouvelle. Pendant ce temps, le petit, déjà au village, affirme qu'il n'était pas le seul à y être arrivé. Lui et les 2 autres hommes de main marchèrent dans la forêt, mais le chef des 3 hommes de main dit qu'il n'était pas encore temps de rentrer. C'était le moment idéal pour suivre la jeune fille. En riant, l'homme de main affirme que bientôt tout le monde perdra la vie. Sans réagir, la jeune renarde s'interroge sur ce qu'il dit, car elle ne le comprend pas. Elle comprend que Jian est sérieux et l'appelle par son nom. En réponse, son héros explique qu'ils ont découvert la cachette et que d'autres hommes arriveraient bientôt. La pauvre fille est sous le choc. Se concentrant, le protagoniste commence à se souvenir du nom du boss. Dans le jeu Night Defense, le personnage gagnait de l'expérience en attaquant des vagues de monstres, mais gagner des niveaux ne suffisait pas toujours à survivre à ces vagues. C'est pourquoi le jeu proposait un autre système, celui des aventuriers. Les joueurs accompagnaient le chevalier pour l'envoyer en mission dans des niveaux prédéfinis. Tout commençait dans la zone des restes de gobelins sauvages et s'étendait jusqu'à la forteresse des démons, totalisant 100 niveaux. Bien qu'il ne se souvienne pas de tous, Jian se souvient de la dernière partie. Il s'agissait du repère du Hall hurlant, derrière une colline rocheuse. Ces niveaux avaient une histoire, et celui-ci concernait précisément un gang. Cependant, il est anxieux car il ne se souvient d'aucun niveau à l'endroit où il se trouve. D'après le jeu, cet endroit serait détruit. Le petit homme dit alors qu'il veut faire une proposition. Il prétend que celui qui le libérera aura la vie sauve grâce à son boss. Bien que le protagoniste sache que lui seul comprend ce que dit l'homme, les autres hybrides ressentaient déjà au plus profond d'eux-mêmes ce que cela signifiait. Rhea continue de ruminer sa culpabilité, affirmant que tout était de sa faute. Pendant ce temps, l'homme insiste pour crier qu'on le libère. D'un air déterminé, Jian affirme qu'il ne laissera pas le village être détruit, tandis que le petit homme, agaçant, continue de parler. Le protagoniste s'approche. Le regardant, le petit homme demande à Jian d'interpréter ses paroles. Jian n'est pas d'humeur à plaisanter et serre le poing. Il frappe cet homme agaçant au visage. Le petit homme est jeté au loin en hurlant. L'homme taureau est impressionné par cette force. Même les petits lapins restent bouche bée. Rhea ne croit pas non plus ce que son ami vient de faire. Le petit homme est pratiquement inconscient au sol, et notre héros est prêt à se battre si nécessaire. Le jeune renard est impressionné d'apprendre qu'il fera tout pour les protéger. Cependant, le taureau explique qu'il serait impossible de combattre. Tous les habitants étaient très faibles, la plupart étant des femmes et des enfants. À ce moment, l'ancien chef s'approche. Une fois tout le monde rassemblé, il annonce qu'il va annoncer quelque chose à tout le monde immédiatement. Il proclame Jian nouveau chef du village. Pendant ce temps, la bande de mercenaires avance. Ils arrivent enfin près du lieu, et le chef s'enthousiasme. Il a du mal à croire que le village était caché là, derrière la colline rocheuse. Cependant, il affirme qu'il deviendra désormais la nouvelle base de sa bande. Il marche donc vers le lieu de l'attaque avec ses guerriers. Pendant ce temps, dans le village, l'homme taureau explique que les ennemis sont environ 200 hommes. Contrairement à eux, qui n'avaient que des hommes taureaux, 2 jeunes cerfs, 5 moutons et une renarde, si l'on comptait aussi les lapins, le total serait de 112. Il demande à Jian s'ils auront une chance, mais le jeune homme répond que les ennemis sont 2 fois plus nombreux. Notre héros réfléchit mieux et se souvient que tout ne se résume pas à des chiffres. Notre héros réfléchit et se rappelle que tout ne se résume pas à une question de nombre. Cela lui rappelle son ami Rhea, qui avait attaqué ces hommes seul. Il suppose alors que la jeune fille peut affronter 3 hommes à elle seule. Bien qu'il ait entendu dire que les villageois ne se battaient jamais, ils pourraient avoir de bonnes aptitudes. Lorsqu'ils se transforment en animaux, ils deviennent généralement plus forts. Il conclut donc que si chacun a au moins le niveau du renard, tout ira bien. Il appelle donc le taureau et demande quelle serait la position de Rhea en termes de force. L'hybride réfléchit tandis que le protagoniste attend une réponse. La regardant, elle qui joue avec le dragon, il affirme pouvoir affirmer qu'elle est la plus forte du village. Jian reste bouche bée. Le taureau dit également que si tous les villageois s'unissaient contre elle, elle sortirait victorieuse. Sachant cela, notre héros devrait agir. Il baisse la tête, pensant aux conséquences possibles. C'est comme si le reste du peuple était complètement inutile. Pendant qu'ils discutent, le jeune renard affirme qu'il leur reste encore du temps avant l'arrivée des humains. Incompréhensible, notre héros lui demande comment elle le sait. Elle désigne le petit bonhomme et affirme lui avoir posé la question. Jian commente avoir entendu dire par l'un des hommes de main que leur chef cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Il demande à Rhea si elle a une idée de ce que cela pourrait être, mais elle l'ignore. La jeune fille répond qu'il ne s'agit que d'un petit village où des créatures sans abri se sont rassemblées. Le protagoniste suppose alors qu'ils utilisent peut-être cela comme une excuse. À ce moment-là, le taureau tort prévient que tout le monde est déjà rassemblé. C'est le moment pour Jian de leur faire part de son plan. Il sait que pour surmonter les désavantages, les statistiques individuelles doivent être élevées. Et maintenant, il sait déjà que la plus forte est la renarde. Il compte donc sur elle pour vaincre 3 d'un coup, mais il n'en est pas sûr.
Il se demande si la force dépend de l'espèce et pense qu'il serait bon qu'il puisse voir les statistiques. À cet instant, il se souvient de quelque chose. Peut-être que cette capacité, l'œil du démon, pouvait analyser. Il se souvient que, dans le jeu, il l'utilisait généralement en activant le statut. Il essaie donc de faire de même pour activer le sien. Cependant, il finit par être frustré car rien n'apparaît. Il est gêné que rien ne soit apparu. Mais bientôt, quelque chose de rouge commence à apparaître. C'était l'inventaire, mais il était complètement vide. Il prête également attention à son nom, car il est différent de celui qu'il utilisait lorsqu'il jouait au royaume. Cela lui rappelle même un événement survenu dans le royaume. Il avait gagné cette épée surpuissante, si puissante qu'elle a détruit tout le palais. Mais il s'irrite de l'avoir laissée derrière lui. Depuis que cette autre fenêtre s'est ouverte, il se demande pourquoi celle de statue ne s'ouvre pas. Il réfléchit à ses 4 capacités passives. La première est l'œil du démon. La deuxième est la capacité de communiquer avec les humains et les monstres. La troisième est un monstre agréable, qui attire facilement les autres. Enfin, le quatrième est un monstre physique qui surpasse la force humaine. Déjà, à bout de patience, il dit qu'il doit prendre une décision rapidement. Elle se calme et demande conseil, expliquant que c'est uniquement par sa faute. Triste, elle affirme vouloir protéger le village. Jian sait qu'elle se culpabilise et qu'ils n'ont pas de temps à perdre à chaque minute qui passe. Soudain, son œil se met à briller d'une vive couleur. Il parvient à analyser le visage du renard. Lorsqu'il se concentre, il réalise qu'il a la possibilité de désigner une cible. Il commence alors à comprendre le fonctionnement de cette capacité. Il lui suffit de l'activer pour pouvoir l'utiliser. Pour ce faire, lorsqu'il regarde quelqu'un, il doit spécifier ce qu'il souhaite vérifier. Il constate ainsi qu'il est classé au rang B. Excité, Jian se souvient que ce rang est le même que celui d'un chevalier moyen. Il voulait vérifier. Il constate ainsi qu'il est classé au rang B. Excité, Jian se souvient que ce rang est équivalent à celui d'un chevalier moyen. En analysant de plus près, il réalise que la jeune fille se distingue par sa puissance d'attaque. Pendant ce temps, Rhea continue de parler, mais le protagoniste n'écoute pas. Il est concentré sur la fenêtre de compétences et se demande ce qu'était ce cœur. Du doigt, il s'approche pour cliquer dessus. Cependant, lorsqu'il s'en rend compte, il était en train de piquer le nez de la jeune fille. Il fait semblant, prétextant que ce n'était pas intentionnel. Cependant, la jeune fille s'emporte et lui saute dessus. Jian demande alors à Thor de rassembler tout le village. Malgré les gratignures qu'il a reçues au visage, il dit qu'il va bien. Tous les villageois se rassemblent, comme demandé. Et le protagoniste fait cela pour pouvoir analyser chaque village. C'est assez fatigant, et il est soulagé lorsqu'il a terminé. Après avoir analysé chaque village, il a pu déterminer s'ils étaient forts. Il sait que, même bébé, Résuldrake est le plus fort. Malgré sa petite taille, il concentre toute sa puissance en une seule attaque, ce qui lui fait consommer tout son mana d'un coup. Jian sait donc qu'il ne pourra pas l'utiliser dans ce combat. Cette fois, il ne peut compter que sur Rhea de rang B et Thor de rang C. Quant aux autres villageois, ils faisaient la partie du classement, étant les plus faibles de tous. Même sans connaître le niveau des ennemis, il sait que la phase se situait autour du rang C. Inquiet, il se lève, car il comprend maintenant qu'il ne pourrait pas se battre à armes égales. Outre leur infériorité numérique, ils manquent également d'objets et de compétences. Il sait donc que dans ces conditions, il sera impossible de protéger le village. Cependant, il sait que ce n'est plus un jeu, mais la réalité. Il sait qu'il pourrait utiliser d'autres choses qui ne seraient pas compatibles avec un jeu. Regardant autour de lui, il songe à créer des variables. Il appelle donc le renard et le taureau pour discuter de la stratégie. Pendant ce temps, la bande poursuit son chemin vers la montagne. Devant eux se trouve le chef. Juste à côté de lui, 2 lapins sont en reconnaissance pour voir quand ils arriveront. Le garçon dit à la fille de retourner les prévenir. Cependant, au moment où ils s'y attendent le moins, le jeune homme est frappé en pleine tête. La fille est choquée, car le lapin était son frère. C'est le chef de la bande qui a frappé le pauvre animal. Et, avec malice, il laisse la fille contempler le corps de son frère. Elle ferme les yeux, essayant de réagir à la situation. Elle se transforme alors en lapin et s'enfuit. Le chef dit qu'ils n'ont pas besoin de la poursuivre. Son acolyte demande alors si ce serait la même chose de laisser le lapin s'échapper. L'air méchant, l'homme répète qu'il les infecte. Pendant ce temps, le village est en pleine effervescence, le plan étant mis à exécution. Le petit lapin qui avait réussi à s'échapper arrivait déjà pour les prévenir. Notre héros remarque qu'elle arrive seule. Désespérée, la jeune fille hurle que les humains sont déjà là. Même l'homme taureau sursaute. Ne comprenant pas, Rhea demande pourquoi elle est couverte de liquide rouge. La jeune fille est désespérée et hurle à cause des humains. Elle dit qu'ils sont déjà là. Malgré cela, notre héros est confiant. Bien qu'il soit la première ligne de défense de la faction des monstres, il est prêt à vaincre. Déterminé, il affirme qu'il ne laissera pas le village être envahi. Après avoir marché un moment, la bande arrive à l'entrée de la grotte. Le chef demande s'il s'agit bien de la tanière du renard, et son acolyte répond par l'affirmative. Il pénètre dans les lieux et compte bien tout terminer avant le coucher du soleil. Grâce à son excellent odorat, la renarde sent qu'ils sont déjà proches. Se tournant vers son amie Jaehan, elle se demande si le plan fonctionnera. De retour auprès de la bande, ils reprennent leur marche.
En suivant le chemin qu'ils avaient été repérés, l'homme pense qu'ils atteindront le village en 30 minutes. Le chef commente que tout est très calme, mais il pense qu'il se cache. Ce type poilu évoque même sa vengeance contre le gang. Après avoir fait un pas de plus, le jeune homme perçoit un bruit provenant du sol. Tout commence à craquer sous leurs pieds, et sans avoir le temps de s'échapper, le sol s'effondre. Certains parviennent à s'échapper, restant hors de la zone. Le chef parvient de justesse à retenir son subordonné. Pendant ce temps, ceux qui sont tombés se plaignent de douleurs aux jambes et aux bras. Le type poilu fait remarquer à son chef qu'ils ont posé des pièges le long du chemin. Et, l'air sérieux, l'homme regarde devant lui. Il conclut qu'ils ont fabriqué des pièges en creusant des trous, puis en les recouvrant de planches de bois. Ainsi, lorsqu'on applique un poids plus lourd dessus, tout s'effondre. L'autre type, costaud, commente que rien de tout cela n'était arrivé la veille. C'est pourquoi, cette fois, ils devaient être beaucoup plus prudents. Le chef ne semble pas s'en soucier et prend les devants. Et tout en maudissant ses hommes de main, ils sont confus, ne comprenant pas pourquoi. Sans trop d'efforts, il saisit une grosse pierre, puis il le jette juste devant lui. Comme il s'y attendait, c'était un autre piège. Il explique ensuite que cette grotte est artificielle et qu'elle était à l'origine faite de roches. Il est donc facile de deviner que les pièges se trouvent là où il y a de la terre et du gravier. Après avoir dit cela, ces hommes commencent également à remarquer la différence. En effet, certains endroits étaient remplis de petites pierres. Le chef, satisfait, affirme que des humains comme eux ne tomberaient pas dans le panneau. Après cela, il demande à certains de rester pour aider ceux qui sont tombés. Au village, Ria entend dire qu'ils ont trouvé les pièges. Jihan se réjouit, car cela faisait partie de son plan. Creuser dans une telle quantité de roches prendrait beaucoup de temps. Et il imaginait aussi que cela ne fonctionnerait pas plus d'une fois. Il avoue donc qu'il n'y a que 2 vrais pièges, ce qui signifie que ces hommes se sont égarés pour rien, car les autres sont des faux. Notre héros a agi ainsi, car il savait qu'il pourrait gagner du temps. Pendant ce temps, les hommes continuent leur chemin dans la grotte. Certains craignent déjà de tomber dans autre chose. En s'approchant, le subordonné annonce un carrefour. Voyant ce qui se passe, le chef n'y croit pas. Il n'y a pas 2 entrées, mais 3. L'homme aux cheveux longs se plaint, disant qu'il n'en avait pas, et se souvient du buisson. Comprenant qu'il s'agit d'une manière de les tromper, le chef promet de ne pas se laisser prendre. Il sait que c'était pour gagner du temps. Il prépare probablement quelque chose au village, et il ne laisserait pas faire. Il annonce donc à son groupe qu'ils vont se diviser en petits groupes. Il assigne l'homme aux cheveux longs au tunnel de gauche. Le grand guidera le chemin du milieu. Et finalement, le chef lui-même prendra le chemin de droite. Le premier groupe à gauche se retrouve bientôt dans une impasse, le chemin étant bloqué. Pendant ce temps, le groupe du milieu aperçoit une lumière et croit que c'est la sortie. Ainsi, le grand chef repère les autres et se prépare au combat. Le groupe de gauche voit également une lumière. Le chef croit même avoir pris le bon chemin. Il ordonne donc qu'aucun hybride ne soit laissé en vie. Sans perdre de temps, les 2 groupes attaquent. Cependant, le côté dirigé par le chef présente une situation différente. Ils émergent au milieu de la forêt. Il conclut alors qu'il a pris un autre mauvais chemin. L'homme qui a finalement atteint le village ordonne à ses compagnons de tenir leur position. Il demande à l'un des hommes de retourner au carrefour pour prévenir le chef. À ce moment-là, il réalise que l'autre membre était attaché à un arbre. Le petit homme ne peut même pas dire un mot, la bouche bâillonnée. Le groupe se précipite alors vers lui. En sueur, l'homme demande son chef et en regardant le groupe, il réalise qu'ils sont en infériorité numérique. Dans la grotte, le jeune membre du gang court prévenir le chef. Cependant, en chemin, un événement inattendu se produit. Une énorme explosion de fumée. Le garçon est frappé et projeté contre le mur. C'est la fille renarde elle-même qui a agi. Accompagnée de notre héros, tout se passait bien. Les pièges leur faisaient gagner du temps. De plus, ils ont également réussi à diviser les forces ennemies. Apprenant ce qui était arrivé au groupe, le petit homme devient nerveux. Soudain, le grand se retourne pour voir ce qui se passe. Tous les villageois étaient déjà prêts à attaquer. Jihan, accompagné de son ami, apparaît également. Le protagoniste contacte alors les villageois. Il leur donne le feu vert pour avancer. Du haut de la falaise, il observe avec bonheur la progression des troupes. L'ennemi donne également l'ordre à son groupe d'attaquer. Le combat est sur le point de commencer. Les 2 camps se font face. Le chef du groupe s'apprête à utiliser son marteau. Notre héros avertit alors tout le monde de commencer leur transformation bestiale. Sur ce, tous semblent disparaître, créant de la fumée. L'homme se demande s'ils ont disparu. Tout cela faisait partie de la tactique. Lorsque les féroces se transforment, ils produisent de la fumée. Arrivé au village et voyant cela se produire, il songea immédiatement à l'utiliser au combat. Ainsi, les ennemis ne sauraient plus d'où ils attaquent. Dans la partie suivante du combat, Jihan utilisa le taureau. Ainsi, au milieu de la fumée, il apparut, tenant une énorme pierre. Les autres, un peu plus loin, restèrent perplexes. Les petits lapins se préparèrent alors à attaquer ceux qui étaient seuls. D'autres restent sous terre pour se maintenir. Alors que l'ennemi est distrait, un autre l'attaque à la tête. Chacun attaque de côté, donnant un coup de pied. Le garçon prend peur et s'enfuit. Pendant ce temps, dans une autre partie, 3 membres parviennent à mobiliser l'un des résidents. Ils sont désemparés, car leur coup semble ne pas atteindre les moutons.
Ailleurs, d'autres reçoivent le liquide brûlant sur la tête. C'est le petit Rizeldrake qui est responsable de cet acte, usant de sa puissance limitée. Jusqu'ici, Jihan et Rhea n'ont pas eu besoin d'intervenir car tout se passe bien, mais ils restent attentifs à la situation. Non loin de là, le petit et 2 autres membres sont armés. Ils veulent tenter d'atteindre les lapins qui creusent le sol. Remarquant le danger, le protagoniste demande de l'aide au renard. Grâce à sa grande vitesse, la jeune fille se précipite dehors. Même notre héros, qui la connaît bien, est impressionné. La jeune fille les atteignit en quelques secondes, mais le petit qui était derrière elle voulut la frapper avec une arbalète. Il utilisa son arme et la flèche se dirigea vers Rhea. La jeune fille la vit sous ses yeux, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle parvienne à l'esquiver. Elle s'exécuta en utilisant quelques mouvements et se prépara à attaquer. Sans perdre de temps, la jeune fille assena un puissant coup de pied au visage de l'un des hommes. Il afficha un sourire narquois, signe qu'il avait réussi à parer. Mais grâce à sa vitesse, Rhea ne tarda pas. Du sol, elle assena un autre coup de pied, le touchant cette fois en plein dans le mille. De là, elle s'en prit à l'autre ennemi. La jeune fille réussit à le renverser au visage. Le petit qui restait grommela, demandant ce qu'elle faisait. Cette fois, les deux se retrouvèrent face à face. Presque aussitôt, elle utilisa sa jambe pour un autre coup. Cette fois, elle heurta la tête du petit au sol. Il se retrouva avec un visage meurtri, se plaignant. La jeune fille parvient à le renverser. Le petit qui reste grogne, lui demandant ce qu'elle fait. Cette fois, les deux se retrouvent face à face. Presque aussitôt, elle utilise sa jambe pour un autre coup. Cette fois, elle frappe la tête du petit contre le sol. Il se retrouve le visage couvert de bleu, se plaignant. En très peu de temps, le renard les élimine tous les trois. Finalement, en les regardant, la jeune fille leur dit de ne pas la sous-estimer. Regardant autour de lui, le grand homme réalise que ses hommes sont en train de perdre. Il se met en colère et ses veines se gonflent. L'air furieux, il active sa capacité. Ses bras commencent à doubler de volume. À ce moment-là, Jehan savait déjà de quoi il s'agissait. Les chevaliers de rang C ou supérieur peuvent utiliser des capacités. Cet homme peut donc utiliser cette capacité pour augmenter sa force. Les petits lapins en dessous de lui sont terrifiés, mais le grand homme ne s'attendait pas à l'arrivée de quelqu'un d'autre. Une très grande main tient un tronc d'arbre. C'était le taureau 2 fois plus grand que lui. Face à cela, l'ennemi reste sans voix. De loin, notre héros observe son plan se dérouler. Il est même impressionné, car il ne s'attendait pas à ce que son ami soit aussi fort. Pendant ce temps, au milieu de la grotte, l'homme aux cheveux longs demande combien de temps il va devoir attendre. Son groupe est déjà revenu du carrefour, mais personne n'arrive. Impatient, il dit qu'il prendra sa décision. Il indique la direction que son grand ami a prise et dit qu'ils suivront ce chemin. Pendant ce temps, au village, tous les ennemis ont été capturés et enterrés. Le protagoniste parle donc à Taurus pour vérifier l'état de sa jambe. Il est un peu inquiet. Bien qu'ils soient bien plus nombreux que les ennemis, beaucoup ont été blessés. Cependant, il n'abandonnera pas maintenant. Les autres s'approchent déjà de la sortie. Jihan comprend que d'autres ennemis vont surgir de là. Il prévient donc son ami taureau d'agir. Il demande à l'hybride de distribuer toutes ses armes aux villageois. Chacun choisit alors son arme. Taureau prend le marteau du grand adversaire qu'il a vaincu. Le protagoniste observe ensuite les niveaux. Grâce à ses armes, il constate que la puissance de chacun a presque doublé. Cela l'enthousiasme, dépassant ses attentes. Enfin, une autre partie du groupe ennemi arrive. Celui qui mène la danse se demande pourquoi il règne un tel silence. Juste devant, une partie de son groupe est ensevelie sous terre. Lorsqu'ils réalisent ce qui s'est passé, ils sont sous le choc. Le personnage aux cheveux longs se met même à crier, pensant avoir perdu la vie. Cependant, en s'approchant, il constate qu'ils sont toujours en vie. Ils promettent de sortir les autres de là, mais se demandent pourquoi il y a autant de trous dans le sol. Alors qu'il discute avec son compagnon, ils apparaissent derrière lui. Le dernier groupe, accompagné du chef, cherche toujours le bon chemin. Il se plaint qu'il est difficile de trouver le bon endroit sans carte. L'un d'eux mente qu'il pense être au bon endroit cette fois, mais il finit par marcher sur un de ces graviers. Tout le monde se met à crier, croyant tomber, l'un d'eux glisse même. Mais ils sont désemparés lorsqu'ils réalisent que, même debout, rien n'est tombé. Le membre demande ce qui s'est passé. Le chef prend une lance et l'utilise pour toucher le sol. Il réalise alors que tout ce qu'il pensait être des pièges était faux. Il s'irrite, se demandant comment ils osent se jouer de lui. Pensant à son pouvoir, il dit qu'il les détruirait. À ce moment-là, le membre qui était revenu les avertir arrive. Il annonce qu'ils ont trouvé le bon chemin, celui du tunnel du milieu. Le chef est heureux, car il va maintenant pouvoir achever tout le monde. De retour au village, tout était déjà résolu. Les autres du deuxième groupe ont également été ensevelis. En construisant un seul mur au carrefour, ils ont réussi à gagner du temps. Ils ont tracé 3 chemins, mais un seul menait au village. Jehan se dit qu'il ne reste plus que à... Il s'agit d'endurer le dernier groupe. Le poilu parvient à retirer son bâillon de sa bouche. Regardant le protagoniste, il dit qu'il ne pouvait pas gérer leur chef. Souriant, il affirme que l'homme est d'un niveau supérieur. Sans laisser à cet idiot le temps de continuer à parler, Rhea lui donne un coup de pied dans la tête. Elle se rend auprès de son héros pour lui donner le nouveau nombre de ceux qui peuvent encore se battre. Il sait qu'avec le chef, il reste environ 60 ennemis. Les villageois étaient déjà désavantagés pour avoir combattu 2 fois. Puis, Jehan observe à nouveau les niveaux. Parmi ceux qui restent, il remarque qu'ils ont gagné en expérience au combat. Il sourit et annonce qu'ils sont devenus plus forts. Au même moment, des pas se rapprochent. Le renard prévient qu'ils arrivent. À l'entrée de la grotte, le chef et son groupe apparaissent.
Juste devant, le reste de son groupe est enterré. Avec un regard dédaigneux, il les qualifie de pathétiques. De loin, il demande si tout cela était le plan de Jehan. Répondant à cette question, notre héros répond que c'était une stratégie. L'homme rit, affirmant qu'ils étaient plutôt confiants. Il ajoute que, malgré 2 victoires, il n'y en aura pas de 3e. L'épée à la main, le protagoniste dit qu'ils verront cela bientôt. Le chef ne semble pas ravi lorsque Jehan annonce qu'il a une proposition. Notre héros pointe son épée vers le cou du poilu, menaçant de l'éliminer. Il a dit que, s'ils ne lâchent pas leurs armes, il l'éliminerait. Pendant quelques secondes, le chef reste sans voix. Pendant ce temps, son subordonné hurle de désespoir. Notre héros ne sait pas s'ils ont accepté, mais cela ne coûte rien d'essayer. Peu après, ils commencent à lâcher leurs armes. Cela surprend Jehan, qui ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne. Malgré cela, ces criminels affichent un sourire aux lèvres. Le protagoniste comprend que quelque chose ne va pas. Ils ont agi ainsi parce que le chef commence à activer sa capacité. Voyant cela, notre héros reste bouche bée. Cette capacité augmente l'attaque de tous les alliés, dans la zone de 25%. Jehan panique alors, car la puissance de l'ennemi a explosé. À ce moment, le chef ordonne à ses membres d'éliminer tout le monde. Le combat commence alors, et les 2 camps s'affrontent. Comme au début, une épaisse fumée se forme entre eux. Ils utilisent cela pour attirer d'autres lapins et attaquer. Cela semble fonctionner, car ils parviennent à toucher la tête des ennemis, mais ils ne peuvent pas toucher l'homme. Les 2 petits lapins sont désemparés. Cette fois, le village est lourdement battu par le gang. Thor fait de son mieux, utilisant son marteau pour envoyer des hommes volés. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que les ennemis l'attachent avec des cordes. Ses bras et son cou sont entravés. Les ennemis commencent à tirer et usent de toute leur force pour le retenir. Ce faisant, ils parviennent à le plaquer au sol et prétendent que c'est leur chance de l'attaquer. Face à cette situation, le taureau pense que c'est sa fin. De l'autre côté, les moutons utilisés comme appât s'enfuient également. Rézuldrak se donne à fond, mais doit constamment esquiver les flèches. Notre héros est conscient que cette fois, les choses tournent mal. Il se demande où est son ami renard. La jeune fille se donne à fond, luttant contre les ennemis. Pour l'instant, elle est encore victorieuse, mais cette fois, elle est encerclée par plusieurs hommes. La pauvre fille était déjà très fatiguée et ne parviendrait pas à tous les vaincre. Le protagoniste est inquiet, car il sait qu'elle a atteint ses limites. Soudain, un des lapins passe juste devant lui. Le pauvre animal est projeté et heurte l'arbre. L'animal se transforme en cette petite fille qui perd connaissance. Constatant sa situation, Jehan ne pense qu'à une seule solution pour mettre fin au combat. Il doit d'abord éliminer le personnage principal. Cette personne est le leader, car c'est lui qui donne le pouvoir aux autres. Juste à côté de lui, Jehan voit son ami souffrir aux mains de ses voyous. Thor se retourne et le regarde, montrant sa détermination, donnant le pouvoir aux autres. Juste à côté de lui, Jehan voit son ami souffrir aux mains de ces brutes. Thor se retourne et le regarde, l'air déterminé. Son ami imagine déjà ce qu'il va faire, tandis qu'ils discutèrent de tactique. Le protagoniste savait que Thor pouvait se transformer à nouveau. L'hybride guette donc le signal de sa transformation. Les ennemis, pressés de l'éliminer au plus vite, brandissent leurs lames pour l'achever une fois pour toutes. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à le frapper, Jehan lui demande de se réveiller. Se transformant en ce monstre gigantesque, il repousse ses humains. Notre héros s'enfuit alors et demande à son ami de le suivre. Tous deux se dirigeant vers le boss pour le vaincre. Malgré cela, le chef reste calme et les attend. Levant les bras, il se prépare à utiliser sa force. Son regard est très concentré, et, d'un seul coup, il envoie l'un des ennemis valser. C'est maintenant au tour du chef, qui se trouve juste devant. Il prépare son super coup de poing pour attaquer le chef du gang, et c'est fait. La force est telle qu'elle soulève même de la poussière. Mais après cela, quelque chose l'effraie. L'homme lui a attrapé le poing d'une seule main. D'en haut, le protagoniste en profite pour le poignarder avec son épée. Cependant, le salaud n'a pas peur. En quelques mouvements, il lance le taureau vers notre héros. Jehan ne s'attendait pas à cela et finit par être touché. Ainsi, les 2 hommes finissent par tomber à terre. S'approchant de Thor, le chef porte son pied au visage de l'hybride. Il saute pratiquement sur le pauvre homme de toutes ses forces. Jehan, légèrement tombé sur le côté, est très irrité. Après avoir frappé le taureau, le chef regarde notre protagoniste, et sans perdre de temps, il charge pour l'attaquer. Il était à proximité, éliminant d'autres membres. Dès la première attaque, notre héros se retrouve désavantagé et est projeté sur les rochers. La jeune femme réalise que son ami est en train de perdre. Son visage est déjà blessé. Le seul moyen d'éliminer ce salaud, c'était lui, car il était plus fort. Le chef de gang tente à nouveau d'attaquer. S'accrochant au rocher, il réfléchit à la suite. Puis il décide qu'il est temps d'utiliser sa capacité. Il active la capacité physique du monstre. Et, avec sa puissance transcendant l'énergie, il fonce vers l'ennemi. Cette fois, le salaud ne s'attendait pas à une attaque aussi puissante. Le coup de poing atteint le chef en plein visage, le faisant reculer. Le jeune renard est impressionné par la puissance. Même son ami Thor ne s'attendait pas à un tel résultat. Le coup était très puissant.
et l'homme est projeté au loin. Jehan croit ainsi avoir réussi à blesser ce salaud. Pourtant, le chef est toujours debout. Il fait face à Jehan et lui dit qu'il l'avait prévenu. D'un air machiavélique, il affirme que le village n'obtiendrait pas 3 victoires. Jehan sombre dans le désespoir, imaginant comment il va vaincre cet être. Peu après, il reçoit un coup de poing en plein ventre. Il tombe à genoux et doit même céder d'une main. Vu la tournure des événements, il semble n'avoir plus aucune chance. À ce moment-là, son ennemi lui saisit la tête et la projette violemment vers le sol. Malgré sa défaite, Jehan ne songe pas à abandonner. Le chef lui ordonne de se taire et notre héros lui demande de quitter le village en paix. Il était difficile de voir tous ces gens assister à sa défaite. Ils étaient très inquiets pour le bien-être du protagoniste. Même s'ils ne pouvaient rien faire, ils étaient profondément désolés par ce qui se passait. Soudain, Thor remarque que Rhea accourait pour aider Jehan. Cependant, quelqu'un la visait avec une arbalète. En pointant l'arme, ils touchèrent la jambe de la jeune fille. Celle-ci ressent une douleur et ne peut plus courir. Voyant cela, le protagoniste comprend que son amie est en danger. Elle finit par tomber au sol, incapable de marcher. En regardant le ciel, le chef de gang dit que le soleil se couche déjà et qu'il finit par tomber au sol, incapable de marcher. Levant les yeux vers le ciel, le chef de gang annonce que le soleil se couche déjà et qu'il est trop tard. Regardant tout le monde, il demande à chacun d'écouter. Il annonce que la guerre est finie et, avec un sourire, il ordonne à ses hommes de main de brûler la ville. Notre héros serait là, retenu, observant tout. Ces salauds allumèrent des torches et les jetaient partout. Même les tentes et leur nourriture prendraient le feu. Cette fois, notre héros sait que la ville serait détruite. Les maisons de ces gens étaient déjà en ruine. Les habitants sont désespérés. Ceux qui étaient chez eux se mettent à courir pour éviter d'être blessés. Pendant ce temps, les membres du groupe font la fête. Les lapins se contentent d'observer, croyant que c'est la fin de tout. Jehan se sent très mal de voir que les gens perdent déjà espoir. Mais il sait que, si cela continue ainsi, il sera comme un perdant qui a tout perdu. En plus de la destruction, ils blessèrent les habitants en leur liant les bras. D'autres se lancent à la poursuite du taureau pour l'éliminer. Certains avaient déjà été touchés et étaient inconscients. Finalement, le village entier fut embrasé. À ce moment-là, le chef saisit notre héros par les vêtements. Il le soulève, utilisant son bras pour l'humilier. Ton ami renard, qui était à proximité, t'appelle. Mais Jehan a encore la force de bouger les mains. Il saisit le bras de ce salaud. Puis il dit à son ennemi qu'il ne perdra pas. Il se souvient de la scène où sa mère a pris le chaton. Il veut revivre ce moment. Et pour cela, il doit accomplir son objectif. Même blessé et désespéré, il ne compte pas abandonner. Les habitants encore présents remarquent la force de Jehan. Thor le regarde sans cesse. Et son ami Riette est également impressionné. Le chef lui rit au nez. Il tient déjà une lance dans ses mains pour l'achever. Peu après, il le porte à son cou pour signifier que ce sera la fin. Mais quelque chose changeait dans le corps du jeune renard. La vie de Jehan était sur le point de disparaître. Et au moment où il s'y attend le moins, Riette parvient à l'aider. Elle frappe le bras de ce maudit chef de gang. L'homme reste perplexe quant à la façon dont cela est arrivé. Elle utilise ses énormes griffes pour blesser le bâtard. Sur ce, Jehan est finalement libéré, tandis qu'il est stupéfait par l'action. Il a trouvé cela étrange dès le début, car les autres hybrides ne se transformaient qu'en utilisant du mana. Cependant, ce n'était pas le cas avec Riette. Elle gardait toujours la même apparence, même face à des situations mettant sa vie en danger. Mais il semble qu'elle utilisait désormais pleinement sa force. Elle avait éveillé son pouvoir à la lumière de la lune, augmentant sa puissance de 100%. Maintenant sa position, elle demande à Jehan de donner l'ordre suivant. Toujours incrédule, notre héros l'appelle par son nom. Pendant ce temps, le chef hurle de douleur dans son bras. Finalement, Jehan donne l'ordre d'éliminer tous les voyous restants. La vidéo se termine ici. Si vous l'avez apprécié, aimez la chaîne et abonnez-vous. À bientôt, au revoir.